Bonjour, bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Thibault Langer, DRH Europe du Sud et Moyen-Orient de ServiceNow. Bonjour Thibault. Bonjour Sarah. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Je vais lire ta bio. Donc actuellement, comme je l'ai dit, DRH Europe du Sud et Moyen-Orient au sein de ServiceNow, un poste que tu occupes depuis 2 ans. Voilà. Donc tu es passionné des relations humaines, des enjeux de développement et de collaboration, et tu t'es également formé au coaching individuel, collectif et des organisations au sein de l'école Transformance, dirigée par Vincent Lénart, celui qui nous a amené le coaching en France il y a un petit moment déjà. Et sur le plan privé, tu es marié, père de 5 enfants. Bravo pour ça. Merci. On n'est que 2. Bravo pour ça. Tu te décris comme quelqu'un de créatif, de passionné de travaux, et à tes heures perdues, tu es toujours prêt à relever un défi sportif, notamment sur 10 km. C'est une distance... C'est ça me convient bien. Okay. Voilà. Tu décris ton parcours comme étant plutôt classique, prépa, école de commerce, avant de rejoindre donc d'abord une régie publicitaire pour mettre en place et suivre les campagnes de pub sur Internet. Et à un moment, tu évolues vers du management et la direction du service client d'une régie pub. Et puis la révélation. Donc il y a plus de 10 ans, tu effectues une mobilité vers les ressources humaines et un domaine que tu n'as plus quitté depuis. Exactement. Et voilà. Et comme tu aimes à le dire, ce parcours finalement dans les RH donne à ton profil une dimension plutôt service client qui fait que ton approche des ressources humaines est plus orientée client interne, c'est-à-dire les leaders, les managers et les collaborateurs que tu accompagnes. Et donc, ce que tu m'as dit, c'est que, évidemment, tu as évolué dans des entreprises américaines toute ta carrière de la tech, mais du coup, tu as dit que tu allais essayer d'éviter... Le franglais, c'est mon engagement aujourd'hui. Le franglais. Donc, merci pour ça. Et après, s'il y a des mots vraiment trop... je te demanderai peut-être de traduire, si nécessaire. Ou je traduirai moi-même, si j'y arrive. Comment on se connaît ? Eh bien, écoute, on ne se connaissait pas. Je mets les auditeurs dans la confidence. On ne se connaissait pas. En fait, c'est Anne Vonbank, qui travaille à la DRH Crédit Agricole, qui est venue dans ce podcast et qui avait souhaité entendre ta vision de l'expérience collaborateur. Et donc, Anne, tu es exaucée. Et donc, merci à elle de t'avoir recommandé et merci à toi d'avoir accepté de venir. Je t'en prie. C'était une belle rencontre avec Anne au congrès RH, donc... Merci Anne de faciliter cette rencontre. Super. On a un rituel dans le podcast Résonance, c'est la question mystère. Donc, je te propose de choisir une enveloppe et de me la donner. Je vais mettre mon petit timer que je n'avais pas mis. Les vacances. Allez, c'est parti. Quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit ? Eh bien, je voulais être couturier. Ok. Voilà. Je crois que je voulais faire plein de choses. Je crois que j'ai voulu être boulanger, pompier, etc. Et à un moment donné, je crois que je voulais être couturier puisque il y avait cette notion de créativité. J'étais déjà assez manuelle. Je touchais à la peinture, je touchais au tissu, etc. Et en fait, je trouvais ça passionnant de pouvoir réaliser quelque chose avec mes mains et de pouvoir exprimer un peu cette folie, cette créativité que je pouvais avoir dans ma tête. J'ai toujours continué à exercer des passions créatives. J'ai passé mon CAP d'encadreur à un moment donné, etc. D'où les travaux dans la maison. Ça me permet de vider la tête. Et à la fois, je me suis jamais finalement autorisée, je ne sais pas si c'est autorisé, mais je ne suis jamais allée dans un métier créatif au quotidien. Parce que je trouve que c'est un bon équilibre entre finalement un métier qui a du sens... au contact des personnes, les ressources humaines, c'est passionnant, et à la fois une créativité que je peux exercer dans ce métier, et puis une créativité que j'exerce à côté qui me permet d'équilibrer aussi ma vie au quotidien, d'avoir un petit échappatoire au quotidien, c'est toujours sympa. Voilà. Tu te souviens de la plus belle pièce, en tout cas celle qui t'a paru la plus belle ou la plus challengeante ou intéressante en termes de couture ? Que tu as réalisé ? J'en ai fait après, en fait. J'ai habillé ma femme, par exemple, une fois, il y a 10 ans, une robe qu'elle avait portée. J'ai trouvé ça assez sympa, en fait. Alors, je ne suis pas du tout couturier, mais peut-être qu'un jour, à la retraite, je ferai Les Mode ou quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà. Non, peut-être, j'en sais rien. Ok, donc Les Mode, qui est une école de mode. Exactement. Peut-être que Vianney, je suivrai le parcours du mais chanteur oui, Vianney. Exactement, qui a aussi une maison de couture. Exactement, voilà. Oui. Moi aussi, j'ai vu dans son émission qu'il portait une veste. Je me suis dit, trop chouette. Et j'ai vu que c'était sa maison de couture. Après, j'en sais rien, mais en tout cas,
C'est vraiment l'univers manuel est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ok, et le changement, parce que le changement de domaine, de métier, ça te fait pas peur. Visiblement, on l'a déjà vu dans ton parcours, donc il pourrait y avoir encore un rebond, visiblement. Exactement. Ça marche. Quelle est ta définition, toi, de l'expérience collaborateur? Parce que donc là, on est dans le podcast de l'expérience collaborateur, donc ta propre définition. Alors du coup, comme quand on s'est parlé en off, on a un peu évoqué l'expérience collaborateur, les AI, etc., l'intelligence artificielle. Du coup, je suis allée demander à ChatGPT quelle était sa définition. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'en dis de ça? Et donc, ChatGPT, la définition de l'expérience collaborateur, c'est finalement l'ensemble des perceptions, des sentiments que ressent un collaborateur dans sa vie dans l'entreprise. Et ça motive son engagement, son bien-être dans l'entreprise, etc. Et en fait, moi, je vais mettre une petite différence avec sa définition, parce que je vais y ajouter une notion de temps, en fait, finalement. Pour moi, l'expérience collaborateur, c'est le temps qu'on propose aux collaborateurs de vivre dans l'entreprise. On sait que le collaborateur est plus marié à l'entreprise, mais, et c'est un enjeu pour nous, finalement, parce que George Berchin le dit, plus on a une expérience collaborateur qui est au top, ça fait 5 chances de plus de le garder longtemps dans l'entreprise. Eh bien, en fait, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de proposer une expérience riche au quotidien, de son entrée à sa sortie de l'entreprise, avec une expérience de bien-être, de développement, d'apprentissage. Je crois que c'est une notion clé, on en reparlera probablement, et qui permettent justement une expérience riche pour le collaborateur et pour l'entreprise, évidemment. Parce qu'on le verra, ServiceNow, c'est notre terrain de jeu. Et donc, du coup, plus riche est l'expérience collaborateur, plus riche est notre proposition pour les clients. Oui, c'est ce que on va l'évoquer, mais vous êtes votre premier client déjà. Du coup, ServiceNow, peut-être en quelques mots, j'imagine que vous êtes déjà très connu, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots, qu'est-ce que fait ServiceNow? Quelle taille? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ServiceNow, c'est une entreprise américaine qui fête ses 20 ans cette année. Qui, en termes d'activité, notre proposition, au départ, c'était un logiciel qui aidait les entreprises à faciliter son quotidien, qui était très connu au départ via du ticketing, c'est-à-dire on ouvrait un ticket, il y avait quelqu'un qui travaillait la résolution du ticket. Aujourd'hui, on est une plateforme. On est la plateforme des plateformes qui va accélérer, faciliter la transformation digitale des entreprises. Et donc, ça veut dire quoi au quotidien? C'est qu'on va chercher à aider les entreprises à automatiser toutes les tâches qui peuvent permettre de l'être, à accélérer, à faciliter les flux d'informations dans l'entreprise pour pouvoir gagner du temps sur les tâches à plus faible valeur ajoutée et puis finalement être présent sur ce qui compte vraiment dans l'entreprise. On s'associe à l'intelligence artificielle pour se recentrer sur l'humain, pour se recentrer sur ce qui a de la valeur. On sait aujourd'hui que, et d'autant plus dans les entreprises de services, la valeur humaine est la plus importante. Sans humain, on ne ferait rien. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, clairement, c'est de mettre la technique au service de l'humain dans l'entreprise pour accélérer finalement la transformation. Aujourd'hui, on sert plus de 8000 clients dans le monde, des clients qui sont à 85% dans le classement des 500 fortunes et du magazine Fortune. Et puis, c'est une entreprise où il fait bon travailler. C'est important de le dire. Je me permets un petit coup de pub, puisque pour la 3e année consécutive, on est dans le classement des 100 entreprises du classement Fortune, où il fait bon travailler. En Europe, on est numéro 1 au Royaume-Uni, on est numéro 4 en Italie, pardon. Et puis voilà, on travaille à cette reconnaissance. Et pourquoi? Parce qu'on a des valeurs que moi je trouve très fortes. Et en tant qu'RH, c'est des fondations exceptionnelles d'avoir les valeurs qui vont bien. Autour du client, on en reparlera, du focus client, autour de la collaboration qui est juste clé et d'autant plus avec ce contexte post-Covid où on travaille ensemble et ça recentre la valeur humaine, le sens d'appartenance. On a un projet commun. Et puis, quelque chose que j'aime beaucoup, alors c'est très société américaine, mais on le voit de plus en plus dans les sociétés aujourd'hui, c'est le droit à l'erreur. Alors en américain, on parle du growth mindset, donc l'esprit d'apprentissage au quotidien. Et donc, on associe la notion d'ambition et d'humilité. C'est qu'on a de l'ambition, mais on est aussi humble et on sait se remettre en question pour avancer. Et je crois que ça, c'est un préambule pour la discussion qu'on va avoir, de comprendre un peu comment finalement on avance dans cette expérience collaborateur. Vous êtes combien, vous, dans le monde? On est 23 000 dans le monde. Ok.
Voilà, on a énormément grandi les dernières années. Donc toi, en tant que DRH Business Partner, finalement, comment tu définis l'impact de cette fonction, de ta fonction sur l'expérience collaborateur au sein de ServiceNow ? Pour moi, mon rôle, il est clairement d'aligner les objectifs business de l'entreprise et la stratégie ressources humaines avec en point central notre produit. C'est intéressant de se dire, et nous on le vit au quotidien, mais intéressant de se dire que nos objectifs en ressources humaines tiennent en 3 points. Le premier, c'est d'être orienté vers nos organisations, nos people, nos employés, nos salariés. Et donc ça c'est le parallèle avec finalement notre valeur qui est centrée sur le client. Voilà, on est centré sur nos clients internes. Et donc ce centrage sur ces clients internes, c'est de se dire finalement le collaborateur a un besoin en particulier, comment on va l'adresser ? Et donc on se recentre, et on va probablement en discuter derrière, sur des produits finalement. On découpe notre expérience collaborateur sur ce que nous on appelle en RH des produits, des moments d'expérience, et de se dire comment sur ce produit-là, on peut attaquer le challenge pour qu'on offre une meilleure expérience collaborateur à la fin. Donc people. Ensuite, on a un enjeu sur la data, et ça je crois que toute entreprise aujourd'hui, et les RH en particulier, se doivent, en tout cas nous on prend cette orientation-là d'être orienté data. Pourquoi ? Parce que ça permet d'enlever les biais, ça permet d'aider les leaders à prendre des décisions, ça permet d'avancer tout simplement. Et puis on sait que dans les ressources humaines, on peut avoir un côté personnel et des convictions personnelles qu'il est bon d'éclairer avec de la data à côté. Surtout dans les boîtes de tech, je pense. Et puis, finalement, le troisième point, c'est l'idée de pouvoir construire avec l'intelligence artificielle. On en parlera probablement au fil rouge dans cette conversation. Il vaut mieux construire avec que contre l'intelligence artificielle, savoir adopter et dompter l'intelligence artificielle au service de l'humain. Et de là, on peut faire de belles choses. Sur la data, donc ce qui est des données en fait, concrètes, tu peux donner des exemples concrets par rapport à ce deuxième point sur la data ? Ouais, je pense que par exemple sur des questions de gestion de la performance, par exemple. Voilà, l'idée est de se dire comment on va reconnaître la performance de chacun. On peut se dire, j'ai un biais de proximité, puisque dans un environnement, en plus, où on est en remote, donc on travaille à distance, dans un environnement où on travaille dans des pays différents, en tout cas dans la région sur laquelle j'opère. Donc culturellement, c'est très différent. Si à un moment donné, on n'a pas un rappel de quels sont les résultats objectifs que j'ai pu réaliser, je vais passer à côté de quelque chose. Je suis manager en France, j'ai une équipe au Moyen-Orient, j'ai une distance qui fait que je ne vois pas tout le quotidien. Donc, je vais aller interroger via du feedback, via des retours d'expérience de leurs équipes en local. Qu'est-ce qui va être bon de mettre en avant sur leur performance, sur leur impact ? Je vais regarder évidemment tous les résultats, j'appellerai business, commerciaux, donc les atteintes de quotas, la gestion discipline des remplissages d'objectifs, d'outils, etc. Et puis tout un tas d'objectifs que je vais regarder. Et puis, moi, en tant qu'RH, je vais aller interroger finalement le manager sur comment il a regardé la performance de son équipe. Est-ce qu'il n'a pas eu un biais à l'égard des femmes ou des hommes ? Est-ce qu'il n'a pas eu un biais à l'égard des personnes avec qui il travaille ? Et donc ça, j'utilise la data pour l'interpeller et pour le coacher. Ce n'est pas la data qui est au service de cette gestion de la performance, mais elle vient éclairer finalement ses décisions. De la même manière, en recrutement, peut-être qu'on peut se poser la question de se dire est-ce qu'on a dans notre force de travail, dans nos salariés, une bonne diversité. On n'est pas là à manager des quotas d'hommes, de femmes, etc. Ce n'est pas l'idée. Mais on est là pour interroger en disant est-ce qu'on n'a pas une majorité de salariés d'une telle entreprise ou d'une autre ? Est-ce qu'on a une diversité culturelle, une diversité de background, etc. Donc ça permet de s'assurer de ne pas recruter des clones, mais du coup de se dire est-ce que j'ai la bonne diversité qui va permettre d'avancer, de se challenger au quotidien, puisque sans quoi en fait on va faire la même chose tout le temps et on n'a plus cette capacité d'innovation.
Donc, ça vient enrichir la pluralité, la diversité, vient enrichir. ServiceNow, donc ça m'avait beaucoup impressionné quand on en a parlé. Alors là, on va dire que des mots anglais, mais on va tous les traduire. ServiceNow, donc ça utilise un modèle d'expérience collaborateur vraiment structuré. C'est ce que tu as commencé à évoquer en termes que tu appelais produits. Donc autour de plusieurs phases clés de la vie du collaborateur au sein de l'organisation, qui sont Find Me, donc trouve-moi, et tu me dis si c'est pas le bon. Welcome Me, donc bienvenue chez nous. Engage Me, c'est cette notion d'engagement, c'est ça. Reward Me, c'est toute la partie reconnaissance. Grow Me, c'est la partie comment j'apprends, comment je grandis au sein de l'entreprise. Et Wish Me Well, c'est vraiment un moment que vous prenez quand même dans la rencontre, dans le processus de l'expérience collaborateur qui, je te souhaite le meilleur. Donc, c'est la fin de cette expérience au sein de votre entreprise. Du coup, je veux bien que tu nous partages la manière, dont vous avez développé ce modèle, que je trouve hyper intéressant, et son efficacité finalement. Qu'est-ce que ça vous a permis d'améliorer en termes d'expérience collaborateur ? Alors, donc merci d'avoir traduit tous ces mots-là. Avec mes mots. Je n'aurais pas à le faire. Avec mes mots. Donc, très bien, good job. Déjà, juste en termes de contexte, parce que c'est assez novateur. Moi, je n'avais pas vu ça ailleurs avant. C'est assez récent aussi. Ça a mûri depuis 18 mois globalement. Et l'idée derrière, il y a 2 convictions, je pense. Il y a une première conviction, c'est que l'expérience consommateur, je vais élargir, en fait, elle évolue. Je suis sûre que tu as déjà fait des achats sur des sites internet, e-commerce, tu as des avis sur le produit, tu peux consulter toutes les caractéristiques, tu sais d'où l'information elle vient, a priori, tu peux suivre, une fois que tu as fait ton achat, tout le processus jusqu'à la livraison chez toi. Finalement, j'ai une question dans l'entreprise en tant que collaborateur. Je suis content d'avoir des avis sur la base de connaissances que je vais consulter, d'où elle vient, qui l'a produite. Et puis derrière, j'ouvre un ticket parce que j'ai une question en particulier. Je sais à quel stade est ce ticket dans le processus. Finalement, il y a un peu de ça en fait. Il y a ce parallèle qui est de se dire, on vit dans un monde où on a des attentes en particulier, on les rapproche et on reprend les codes de ce milieu-là dans l'entreprise. Et puis, il y a une conviction aussi qui est de se dire, finalement, on parlait de collaboration tout à l'heure, on va essayer de chercher à faire en sorte que nos centres d'excellence, nos centres d'expertise, par exemple les compensations, les bénéfices, le recrutement, etc., travaillent conjointement ensemble. Pourquoi ? Pour le consommateur à la fin, pour le collaborateur. Et donc, dans ces différentes étapes, alors que moi, j'appelle produit, il ne faut pas que ce soit confusant, parce que ce n'est pas l'idée de se dire c'est un produit sur catalogue, mais c'est qu'on a essayé de reprendre finalement tout le cycle de vie du collaborateur et de se dire dans ces phases de vie, finalement, quels sont les produits qu'on va essayer de travailler. Voilà, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas les produits qu'on vend aux clients à proprement parler. Voilà. Et donc, au quotidien, qu'est-ce que ça donne ? Je pourrais parler des heures de ce modèle-là, mais peut-être que je vais prendre quelques exemples, si tu veux bien. Je vais associer onboarding et offboarding. Donc, le welcome me, le bienvenue dans l'entreprise. Donc, la partie intégration du collaborateur. Intégration du collaborateur et le wish me well dont tu parlais. Donc, le à bientôt, au revoir et à bientôt. C'est des moments qu'on soigne particulièrement, parce que déjà, l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, c'est la lune de miel qui démarre, quoi. C'est la lune de miel qui démarre. Et puis, finalement, les collaborateurs, on est attractif par la technologie qu'on vend et par les valeurs qu'on prône aussi, par la qualité de vie dans l'entreprise. Mais la plateforme, bien sûr, attire les collaborateurs. On a reçu 1 million de candidatures l'année dernière. Au niveau global, c'est une entreprise qui bouge, vraiment, et qui attire. Et donc, l'onboarding, et donc même avant, tu parlais du Find Me, effectivement, il y a toute la partie d'identification sur le marché. C'est quelque chose sur lequel on prend soin, sur lesquels les équipes de recrutement travaillent évidemment, et on travaille à intégrer les outils sur la plateforme pour avoir une expérience plus simple, plus automatisée, et donc du coup pour éviter toutes les tâches manuelles dont l'équipe recrutement pourrait couvrir. Et finalement, c'est du temps en moins passé devant avec les candidats. Donc autant s'épargner toute la phase de traitement et puis finalement de passer du temps avec ce qui compte vraiment, les collaborateurs. Et donc l'onboarding, j'y reviens, l'intégration des collaborateurs commence avant même que le collaborateur arrive.
C'est-à-dire que le collaborateur arrive, signe son contrat et il a accès à une plateforme où il va poster tous ses documents administratifs. Il va avoir déjà accès à l'information, à des vidéos de leaders pour connaître la stratégie, les produits, etc. Et qu'est-ce que ça a comme bénéfice ? C'est que finalement, tout ça, ça vient gommer tout le processus manuel qu'on pouvait avoir. Auparavant, on pouvait peut-être avoir du OneNote, de l'Excel, tous ces produits Office 365 de Microsoft, par exemple. Voilà, on pouvait travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, tout est dans la plateforme et ça va envoyer l'information à l'équipe paye, par exemple, qui va avoir besoin de ces infos, à l'équipe administration du personnel, au manager, etc. Chacun va avoir accès à l'information dont il a besoin. Et ça permet, l'IT, par exemple, j'y viens, ça a réduit de 70% les opérations manuelles sur tout ce qui est commande de ressources informatiques, par exemple. Moi, je suis arrivée dans l'entreprise, 48 heures avant, je recevais chez moi mon ordinateur, ma souris, mon chargeur, etc., avec un beau paquet cadeau, c'est-à-dire j'avais le sac à dos pour porter mon PC, voilà, j'avais pas mal de choses, de goodies aussi. En termes de sentiment d'appartenance, on est pas mal. Et puis, en plus, je crois qu'il y a un autre bénéfice dont je voudrais parler, c'est que 99% des tâches administratives sont faites avant même l'arrivée. C'est-à-dire que j'arrive dans l'entreprise, du coup, il me reste à faire quoi ? À intégrer l'entreprise. Je m'épargne tout le reste et j'arrive, je peux rencontrer les personnes avec qui je vais bosser, je vais passer du temps avec mon manager, je vais passer dans la journée d'intégration qu'on fait où on rencontre toutes les équipes, on essaie de comprendre les produits, etc. Et puis après, j'ai un processus d'intégration où j'ai un plan d'activité sur 3 mois avec des activités à la semaine. Mon manager peut traquer où j'en suis. J'ai un buddy, donc un parrain dans l'organisation qui va m'accompagner aussi. Il a accès à toutes les tâches que j'ai faites, etc. Donc on peut suivre en fait l'activité et ça a un bénéfice, c'est que quand on a fait des intégrations pendant le Covid par exemple, le collaborateur n'était pas tout seul derrière son ordinateur. Il y avait ce suivi, on pouvait l'accompagner, on pouvait l'aider. Et c'est tout à fait vrai aujourd'hui dans un environnement hybride. Donc ce programme-là, il permet, de gagner du temps sur les tâches opérationnelles et d'être présent sur la valeur, et puis de soigner cette lune de miel qui est importante. Et je faisais le rapprochement entre onboarding et offboarding, donc l'intégration et le revoir, parce que finalement, on peut sous-estimer le revoir. Et je pense que, et tu es coach, je suis coach, fermer un chapitre de vie, c'est important. Et c'est important pour tout le monde. C'est important pour le collaborateur, pour le manager, pour l'entreprise. Et donc, avoir un vrai suivi des tâches que j'ai à faire avant de partir, que mon manager peut suivre aussi. Je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, et je ferme proprement cette aventure. Et on dit « wish me well » de « à bientôt », parce que, on croit aussi à l'effet boomerang, au retour de collaborateurs qui reviennent avec une expertise qu'ils ont développée ailleurs. Voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très fréquent et on n'est pas fermé à cette aventure-là. Voilà. C'est vrai nous aussi, on a des collaborateurs qui sont partis puis revenus. Donc, pour moi, c'est un signe très fort, justement, ils sont allés voir ailleurs, ils sont allés vivre une autre expérience et pour autant... ils reviennent et ils ont envie encore de vivre des choses avec nous. Et ça, je trouve ça, en termes d'expérience collaborateur, j'y apporte beaucoup de valeur. Et c'est vrai que tu as raison, le départ, boucler la boucle. Exactement. C'est très important. Et pour moi, un collaborateur, idéalement, ça reste un ambassadeur. Exactement. Où qu'il aille, il a changé pour X ou Y raison et c'est complètement OK. Mais qui reste un ambassadeur de son passage dans l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que c'est un moment à soigner. Et de temps en temps, je pense qu'il y a un peu peut-être des on sous-estime parfois, et tu as raison, ambassadeur et utilisateur, en fait. Parce que finalement, un collaborateur peut aller chez un client, déployer aussi cette solution qu'on vend chez un client. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je ne sais pas si on a le temps, mais on pourrait juste aborder rapidement aussi le côté engage me, donc l'engagement au quotidien, parce que je crois que c'est une partie qui est aussi qui parle finalement à beaucoup. Il se passe au quotidien plein de besoins. J'ai besoin, j'ai des questions qui se posent sur mes congés, par exemple. Où est-ce que j'aurais retrouvé la bonne documentation sur mes congés ?
Voilà. Et donc, ou sur une politique en particulier, sur des bénéfices. Je viens d'arriver, j'ai besoin de comprendre la couverture qui est la mienne. Eh bien, en fait, on offre aux collaborateurs, et c'est notre plateforme, c'est notre technologie, c'est ce qu'on vend aux clients, mais je ne suis pas là pour vendre, moi je suis là pour parler de notre expérience, par notre portail salarié ou par l'agent virtuel qu'on propose aussi à nos collaborateurs, qui pour le coup répond 24/7 aux demandes. On propose finalement aux collaborateurs une démarche d'aller trouver par lui-même l'information, mais en étant guidé. Okay. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais demander quelle est la politique des congés dans l'entreprise, je vais mettre ça dans la barre de recherche, ou par exemple l'entretien trimestriel, comment ça marche. Eh bien, notre plateforme associée avec l'intelligence artificielle va me donner un résumé de tout le contenu qui est hébergé sur le portail, et puis tous les liens utiles derrière. Et moi, derrière, je clique, je vais aller sur l'article qui va m'intéresser. Je faisais le parallèle avec le e-commerce, par exemple. Je sais... Finalement, l'article, il m'arrive, je sais qui l'a rédigé, je sais comment il a été noté, donc j'ai un nombre d'étoiles, un peu comme sur d'autres sites que je ne citerai pas, e-commerce, mais donc je peux noter cet article-là, et puis là, ça traduit un peu ce côté ambition et humilité dont je parlais tout à l'heure. On est là dans l'amélioration continue, finalement, on donne du feedback pour améliorer l'expérience. Et donc, ce portail employé, j'ai le résumé qui est prépopulé par l'intelligence artificielle, tous les liens qui vont être utiles derrière. Et ensuite, j'analyse finalement toutes les données. Donc, on revient à la data et aux données. Et de me dire qu'est-ce qui revient le plus fréquemment. Peut-être ce qui est revenu fréquemment les années passées, par exemple, c'est j'ai besoin de changer mon titre. Puisque finalement, il n'est plus tout à fait OK sur le titre que je veux mettre en... Il y a la taxonomie, donc le catalogue de titres qui est celui de mon contrat, mais il y a le titre que je peux ajuster parce qu'il parle mieux aux collaborateurs dans l'entreprise. Voilà, je peux rajouter l'industrie sur laquelle je travaille, je peux rajouter le client éventuellement, etc. Eh bien ça, maintenant, je suis autonome pour pouvoir le faire. On a vu que c'était des requêtes régulières. On a créé des tuiles, finalement, sur l'application où, en tant que manager, je peux changer mon équipe puisqu'un nouveau collaborateur vient d'arriver. On fait un changement d'organisation, je peux envoyer quelques ressources au manager d'à côté, par exemple. Et ça, je peux le faire en tant que manager autonome. Je change de titre, je change de centre de coût, etc. Eh bien, moi, j'ai accès, en tant que collaborateur, à ces tuiles-là et je peux le faire de façon autonome. Et ça, finalement, il y a 6000 cas qui ont été gérés comme ça de façon autonome et avec un niveau de satisfaction de 85%. Donc, voilà. Et c'est des tâches, finalement, qui étaient très répétitives. Finalement, on gagne du temps. Et puis, on est là pour plutôt travailler sur du process, sur des nouvelles politiques qui doivent arriver dans l'entreprise. Et ça, les équipes peuvent travailler à plein pot là-dessus. Ok, intéressant. D'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, parce que tu parles pas mal de techno, du coup, que ce soit la data et l'utilisation que vous en faites. Justement, là, tu viens de nous donner un exemple, mais comment, encore avec d'autres exemples, finalement, l'utilisation de la techno, de l'IA, ça a transformé votre approche peut-être traditionnelle des RH, et quels sont les avantages spécifiques pour les collaborateurs. Donc là, tu nous as déjà donné un exemple, mais est-ce que tu en aurais d'autres ? Déjà, l'histoire de ServiceNow avec l'intelligence artificielle date pas d'hier. Ça fait depuis 2017 où on s'intéresse au sujet, on s'entoure d'un écosystème, on a racheté une technologie, etc. Et donc, effectivement, je crois que ce côté technophile de l'entreprise nous amène à des réflexions plus avancées, plus vite, plus tôt, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux ressources humaines ? Ça nous a permis, encore une fois, d'automatiser, de gagner du temps sur des tâches à plus faible valeur ajoutée pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. On a, par exemple, un des bénéfices de l'intelligence artificielle dans les outils qu'on utilise, qu'on propose, c'est sur le décryptage des documents qu'un collaborateur envoie. Je suis nouveau dans l'entreprise, je vais envoyer mon relevé d'identité bancaire. Eh bien, en fait, par l'IA, je vais savoir reconnaître l'IBAN directement. Donc, je ne vais pas avoir à retranscrire manuellement l'IBAN. C'est un risque d'erreur en moins. C'est de l'automatisation, c'est du temps de gagner et c'est du temps qu'on peut passer à autre chose. C'est anecdotique, hein, mais c'est ça bout à bout, plein de petites tâches qu'on va gagner.
Et puis aussi, je pense que l'IA, c'est aussi la curiosité, c'est de l'écosystème. Je vais juste parler d'une alliance élargie qu'on a avec Microsoft, qu'on a annoncée au mois de mai, qui est l'alliance entre ServiceNow et le produit d'intelligence artificielle qui s'appelle le Now Assist, qui est notre offre de valeur, avec Copilot, et te dire comment les deux peuvent cohabiter. Nous, on branche Now Assist, par exemple, donc l'offre de l'intelligence artificielle dans Teams, qui est un outil Microsoft, et comment finalement les deux vont pouvoir se parler. On fait l'alliance du meilleur des deux. Et te dire que finalement, par Copilot, on va analyser finalement l'information, qu'on va renvoyer vers Now Assist, qui est notre outil d'intelligence artificielle, qui va décrypter finalement la demande du collaborateur, quelles ressources on peut mettre en face de cette demande, et puis qui va renvoyer vers Copilot. Donc en gros, une communication des deux outils, du meilleur des deux outils, pour avoir un décryptage de l'information et deux, le pilotage de ce cas client, de ce cas collaborateur, et comment finalement on peut améliorer l'expérience, la base de connaissances, etc. etc. D'accord. Copilot, moi je connaissais pour la partie surtout compte rendu, qu'on utilise aussi chez nous parce qu'on est partenaire premium Microsoft aussi. Du coup là, c'est quoi le lien que fait Copilot dans ce... Copilot, il va analyser finalement toutes les demandes du collaborateur dans les comptes rendus par exemple. Il va regarder s'il y a un problème en particulier et il va le renvoyer en cas finalement directement, en ticket finalement, pour qu'il soit traité. Et puis de là, il est traité, il revient vers le collaborateur. Okay. Donc il y a une espèce de va-et-vient sur l'analyse de la donnée et puis la résolution du cas. Okay. On en a parlé tout à l'heure de ce cycle d'expérience collaborateur que j'avais beaucoup aimé. Et tu m'as dit également que ça allait plus loin au-delà de ce cycle très complet que vous avez créé. Tu m'as dit que chez ServiceNow, finalement, chaque cycle ou produit, peut-être, toi tu dis, est soutenu par une fonction support dédiée. Donc voilà, et moi j'aimerais bien que tu nous partages finalement comment ces équipes fonctionnent ensemble pour optimiser chaque produit du parcours du collaborateur. En gros, on va avoir... l'idée, c'est effectivement, comme on a découpé cette expérience-là, on a recentré des expertises ensemble pour travailler en mode projet, finalement. Donc, on va avoir nos équipes de consultants RH qui vont travailler sur ce produit, finalement, par exemple, onboarding, l'intégration du collaborateur. D'autres vont travailler sur le côté engagement au quotidien. Et au niveau global, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une pertinence encore plus importante. Et puis, dans une notion de gestion de projet, on va avoir un pilotage de projet qui va aller associer, non pas bien sûr que les consultants RH, mais tous les centres d'expertise. Par exemple, quand on fait du recrutement et quand on va travailler la première phase de Find Me, donc d'identification du collaborateur, on va travailler évidemment avec le recrutement, on va travailler avec la paye et la compensation, en tout cas, pour s'assurer que nos grilles de salaire sont pertinentes sur le marché qu'on adresse avec la compétence qu'on va aller chercher. Les bénéfices, par exemple, les bénéfices qu'on va proposer en termes de prévoyance mutuelle, etc. Voilà, tout le monde va travailler ensemble pour proposer le meilleur produit sur cette expérience de Find Me. Ou alors sur Reward Me, par exemple, la notion de la performance. Pareil, on va avoir des enjeux budgétaires, des enjeux financiers. Est-ce que l'expérience financière ou l'expérience financière, peut-être pas le bon mot, mais l'expérience package, vraiment l'expérience monétaire que je vais apporter. C'est pas que du monétaire parce que j'ai des bénéfices. Voilà. Est-ce que c'est un bon deal pour le collaborateur ? Et donc, comment je vais retraduire cet impact du collaborateur en termes de bonus, en termes de stock, etc. Donc, il y a forcément, là, ici, dans l'expérience, par exemple, Reward Me, je vais avoir à la fois la compensation, je vais avoir les consultants RH, je vais avoir l'expérience aussi formation, parce que toute mon équipe formation va travailler à former les managers pour bien piloter cette phase-là du cycle de vie du collaborateur. C'est eux qui vont être à la manœuvre, qui vont évaluer le collaborateur. Qui dit évaluer le collaborateur dit le faire de la bonne façon, sans biais, avec la bonne posture, etc. On va les former avant cet exercice pour qu'ils le fassent bien.
Donc, quand je lance un cycle de vie sur la performance, eh bien, en fait, à chaque fois, je vais proposer une formation spécifique pour adresser des messages courageux parfois. Et on sait que c'est un vrai sujet. Et donc, voilà, ça va nous permettre d'avoir un produit clé en main à ce stade-là de l'expérience. Ok, donc ce que j'avais compris, en plus de ce que tu dis, c'est aussi que finalement le collaborateur peut ouvrir une demande, entre guillemets, ou un ticket, comme tu dis, qui arrive directement à la bonne équipe. Exactement, ouais. En fonction de la problématique qu'il adresse. La demande arrive à la bonne équipe, soit celle qui fait Find Me, et ainsi de suite dans le cycle. Et donc, ce ne sont que des experts de ce moment de l'expérience collaborateur. C'est ça que j'avais compris. Exactement. Ce qui, de fait, implique une excellente expertise, je peux imaginer, de cette équipe, potentiellement un délai de réponse, parce que j'ai fait 5 ans au service client chez Xelia, donc je connais ces problématiques de qualité et de temps. Donc, c'est ça aussi que ça apporte en termes d'expérience collaborateur. Oui, tu as raison d'insister parce que c'est un vrai point. C'est effectivement plus de pertinence, plus de compétences, des meilleurs SLA sur la gestion des tickets puisque on a une équipe dédiée qui va y répondre. Et puis en plus, c'est une perspective de développement intéressante aussi puisque comme on est sur un niveau plus global ou régional au niveau européen, Asie, Amérique, on va avoir aussi, comme on est en pleine croissance, on va avoir des nouveaux pays, donc on va avoir des nouvelles façons de faire, des cultures différentes à adresser. Voilà, donc du coup, sur un même sujet, on a une pertinence et on va aller associer la couche culturelle qu'il faut faire atterrir. Ok. La question que je me pose, peut-être que je te réinviterai pour te la poser un peu plus tard, parce que c'est assez récent cette organisation, tu me dis que c'est à peu près 18 mois. Parce que la question que je me pose, et pour l'avoir vécu au service client quand je manageais les équipes, c'est à quel moment finalement ils vont être experts dans une partie du cycle de vie du collaborateur, et à quel moment il n'y a pas une lassitude, entre guillemets, de oui, je suis expert et je réponds très bien, mais je m'ennuie un peu. Dans quelle mesure après il y aura peut-être une polyvalence à développer ou des cross moi aussi je me mets à fertilisation. Exactement, mais ça va être intéressant à mon avis comme et après c'est là où on peut envisager des mobilités vers des centres d'expertise à partir du moment où on est excellent sur un sujet je parlais à plusieurs reprises, compensation, bénéfices, etc. Je peux éventuellement bouger dans ce centre d'expertise pour aller plus en profondeur. Ou alors, je peux aller sur un rôle de responsable RH dans un pays, parce qu'il y a un pays en particulier qui m'a plus parlé. Et ça, on a eu des mobilités un peu en parallèle de cette mise en place d'organisation de consultants RH qui sont allés sur des rôles plus locaux. Donc ça, c'est... Moi, je crois beaucoup à la mobilité interne et on des développements et des compétences. Et voilà, je pense que dans nos organisations agiles, on sait aussi créer ces ponts, puisque une fois que la compétence est là et le potentiel est là, on peut presque tout faire. Ouais, je suis assez confiante. Mais c'est vrai que le fait les mobilités, le fait de pouvoir évoluer quand on aime bien une entreprise, c'est dommage. Parce qu'on est coincé quelque part, de se dire en fait j'ai pas d'autre alternative que d'aller ailleurs parce que là je suis un peu bloqué. Donc c'est important pour nous d'y réfléchir et en termes d'organisation. On est vraiment sur les sujets de mobilité interne. Donc et c'est quelque chose qui fonctionne bien. La croissance nous aide aussi et de laisser sa chance aux collaborateurs sur d'autres rôles. Donc voilà, je suis très confiant par rapport à ça. C'est vrai qu'on avait une ancienne collaboratrice qui est venue dans le podcast et qui disait c'est important que elle a 27 ans, et elle disait c'est important que les organisations, ce que tu dis laisse la chance, et c'est à ça que ça m'a connecté, de dire qu'elle était venue, elle est rentrée chez nous pour faire du marketing, et finalement l'organisation a fait qu'à un moment elle a eu l'opportunité de faire du commerce, et que maintenant elle est partie de chez Xelia, mais elle est commerciale ailleurs et elle est vraiment ravie. Et elle se dit, c'est chouette que j'ai pu évoluer vers un métier auquel je ne pensais pas du tout, mais que oui, sur le papier, je n'avais pas directement les compétences pures, voilà. Mais en fait, sur la base d'un potentiel, on m'a laissé ma chance. C'est à ça que ça me connecte. Donc je pense que c'est vraiment le rôle des RH, en tout cas, et des managers d'être un peu sensibilisés et sensibles
à ce genre de choses, de ne pas faire entrer trop des gens dans des cases sans imaginer qu'il y a peut-être, on peut peut-être ouvrir. Créer les conditions en tout cas. Et ça, je crois que c'est une attention qu'on a chez ServiceNow en particulier, et aujourd'hui en ressources humaines, je pense, c'est vraiment l'attention à avoir des temps de rencontre réguliers entre le manager et le collaborateur. La plateforme nous aide aussi. On a ce coin des managers avec toutes les tâches qu'ils doivent faire, les rappels. J'ai un rendez-vous, j'ai un push dans Teams directement qui me redit comment organiser mon temps. J'ai une formation à faire, j'ai un push qui me dit est-ce que tu veux du temps de focus pour faire ta formation. Donc on a des rappels réguliers, on accompagne le manager. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il passe du temps non pas sur cette gestion de calendrier ou autre, mais sur cette gestion du temps où je rencontre mon collaborateur et je l'accompagne dans son plan de développement. Et plan de développement, c'est pas uniquement trouver le next step, le prochain rôle. C'est vraiment je suis pertinent dans mon rôle aujourd'hui et comment je me prépare au défi de demain. Je pense que le défi des compétences est un vrai défi au RH aujourd'hui. Et donc, on doit être prêt à accompagner l'employabilité du collaborateur dans l'entreprise. Et donc, prendre ce temps-là, favoriser ces conditions-là, c'est permettre au collaborateur de travailler sur son propre plan. Moi, je suis convaincue que je ne suis personne en tant que RH pour dire au collaborateur ce qu'il devrait faire. Ça vient du collaborateur et son projet. Mais on est là pour créer des conditions qu'il puisse avoir la discussion avec son manager et qu'on puisse, nous, publier fréquemment les offres, les rôles qu'on a ouverts en ce moment. On travaille sur des petites vidéos de témoignages collaborateurs sur mon parcours et comment j'ai réussi à avancer. On organise des panels réguliers. De créer ces conditions et cette curiosité de quelle peut être mon évolution dans l'entreprise. Et ça fait partie de l'expérience. Je disais, l'expérience, on ne sait pas combien de temps elle dure. Ouais. Notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Et c'est l'engagement de l'entreprise à faire en sorte que le collaborateur s'y retrouve, en fait, dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes déjà dans des... Parce que voilà, j'entends que vous êtes dans l'amélioration continue, puisque là, ce projet est quand même relativement récent, même s'il est déjà très abouti. C'est quoi les axes d'amélioration, là, vers lesquels vous vous dirigez, en tout cas vous réfléchissez, les prioritaires en tout cas? Les évolutions, c'est les compétences, c'est les skills, en bon français. Donc c'est vraiment aller sur les compétences et le développement des collaborateurs, puisque pouvoir faire son évaluation, son auto-évaluation de mes compétences, où j'en suis et où est-ce que je vais évoluer. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle va faire des bonds en avant va même me proposer un parcours de carrière, un parcours de mobilité. Maintenant, ça fonctionne à partir du moment où moi je le drive. C'est moi qui le conduis, ce processus-là. Moi en tant que collaborateur, pas moi en tant que DRH. Et donc du coup, de s'auto-évaluer, de se dire où j'en suis dans mes compétences, de permettre à l'entreprise aussi d'avoir un référentiel, pas un référentiel, mais un recensement des compétences dans l'entreprise pour me dire aussi comment je construis mon organisation pour demain. Puisque je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une chasse au talent, on est dans une chasse aux compétences. Et de se dire, voilà, j'ai besoin de certaines compétences et comment je vais aller les chercher sur le marché ou en interne et les développer en interne. Donc, c'est les compétences. C'est aussi, dans une entreprise globale, tout ce qui est traduction instantanée. Et ça, le champ de l'intelligence artificielle va nous aider de pouvoir faciliter le fait que je vais avoir une expérience encore plus personnalisée parce que je vais avoir du contenu dans ma langue maternelle et pas du contenu où je vais faire appel à X traducteurs, mais où je vais peut-être être plus efficace par rapport à ça. Et je vais pouvoir garder de la traduction sur d'autres sujets sur lesquels il va y avoir plus de complexité, etc. Voilà. Okay. En tout cas, c'est la notion de compétence pour toi là qui... Je pense que c'est une notion RH qui est importante. Et on est déjà en train d'être bêta-testeur sur des améliorations de la plateforme aujourd'hui là-dessus, en fait. Et on teste et on donne du feedback. Et voilà, donc c'est vraiment l'enjeu de demain et sur lequel on travaille déjà aujourd'hui. Tu dis bêta-testeur parce que finalement, c'est quelque chose que vous vendrez ensuite. Probablement, oui. Vous allez l'utiliser pour vous-même, oui. puis si et ça là, fonctionne... aujourd'hui, on l'utilise et on est déjà... en tant que fonction RH, on va l'étendre un peu plus, etc. Mais c'est un point clé, ouais. Okay. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, toi tu t'es formé au coaching après une carrière qui était déjà bien établie. Qu'est-ce qui a finalement motivé ce choix et comment ça influence peut-être ton approche aujourd'hui ?
Alors, le coaching, j'y suis pas venue tout de suite. Déjà parce que je crois que je me suis formée sur le tard en RH finalement et je me suis créé ma propre expertise. J'ai un manager dans mon ancienne entreprise qui m'a fait ce cadeau de me conseiller de me former au coaching. Et je crois que ça a été motivé par plusieurs aspects. Déjà, le simple fait que c'est un cadeau pour soi, en fait, pour moi, de me dire finalement, c'est un accélérateur de connaissances personnelles. Et puis, en tant que professionnel des ressources humaines, c'est un cadeau aussi, puisqu'on parle de plus en plus, c'est pas nouveau, hein, mais du manager coach, du manager qui va aller libérer la créativité de son collaborateur, plutôt qu'inspecter son résultat au quotidien. Eh bien, finalement, c'est pas mal d'avoir la formation au coaching pour savoir de quoi on parle et de pouvoir accompagner les managers, les leaders pour avoir la bonne posture pour que, on crée cet engagement du collaborateur au quotidien. Et puis, sa propre créativité, c'est là où la diversité se joue. C'est-à-dire que si on cherche de la diversité, il faut qu'elle s'exprime derrière. Et puis, il y a un autre enjeu aussi, je crois, c'est que de plus en plus, on parle du sens. Et comment j'accompagne mon organisation à créer ce sens-là. Alors là, on a un cadeau extraordinaire, puisque cette plateforme, comme on y travaille au quotidien, c'est du sens en barre, quoi. C'est-à-dire que, je sais pourquoi je travaille, puisque je sais que je travaille déjà pour moi, pour mon expérience collaborateur, mais je travaille aussi pour vendre un produit qui va aider d'autres entreprises dans leur transformation digitale. Donc ça, c'est une pépite. C'est une pépite pour chacun de nous dans l'entreprise et ça donne un sens incroyable du coup à mon quotidien. Mais donc le coaching m'apporte aussi le fait de pouvoir accompagner mon équipe de direction sur cette recherche de sens, sur les fondations et les valeurs dont on parlait tout à l'heure, de se les rappeler régulièrement parce que l'enjeu aussi des entreprises qui grandissent vite, c'est de pas oublier qui elles sont. Et donc du coup de se dire voilà, on grandit avec humilité et on se rappelle qui on est, d'où on vient et ce qu'on va continuer à être. Est-ce que tu aurais un exemple que tu as apporté ta formation en coaching et que tu utilises par exemple dans ton comité de direction et que tu n'aurais pas abordé peut-être de cette manière avant? Alors déjà, je crois que je vais essayer de ne pas jargonner coaching, mais les exercices d'inclusion. Donc prendre le temps d'être ensemble. Ça, c'est un point qui est très important. Et que je pense que je n'aurais pas fait avant, parce qu'en fait, on a un souci d'efficacité aujourd'hui, où l'efficacité, elle dit on va direct dans le sujet et point barre, quoi. L'inclusion, c'est ce temps de faire équipe, le temps de se regrouper et de s'assurer que tout le monde est bien présent autour de la table. Et puis, ça favorise la connaissance interpersonnelle qu'on n'aurait pas lorsqu'on parle d'une revue de business ou autre chose, ou d'un projet en particulier. Donc, de prendre le temps d'être ensemble, prendre le temps de... on n'a plus ces conversations tous les jours au café qu'on avait auparavant. Et donc, du coup, de prendre le temps de se dire, finalement, qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes valeurs à moi, pourquoi c'est important, etc. Qu'est-ce que je valorise au quotidien? Ça, c'est un point clé. Les valeurs, j'ai fait pas mal d'exercices dernièrement d'accompagner des organisations, en l'occurrence en Espagne, au Moyen-Orient. Je le disais en souriant, mais c'est vraiment important de ne pas oublier d'où on vient. On a beaucoup recruté au Moyen-Orient. Ça fait partie de l'intégration aussi de comprendre nos valeurs. Et du coup, de faciliter un exercice comme ça avec une équipe globale, c'est ces compétences de coaching qui m'ont aidé dans la facilitation du groupe au sens large. Et puis, on le sait, le coaching, c'est la base de... les valeurs, c'est vraiment les fondations de la construction d'une équipe. Les dynamiques d'équipe, c'est passionnant. C'est un champ passionnant aussi que j'ai déjà abordé en comité de direction. De savoir dans quel stade de construction d'équipe on est, comment on fait pour aller au stade suivant. Il y a plein de choses. On pourrait parler des heures aussi là-dessus. Oui. Ne me lance pas. Du coup, si tu avais la possibilité de changer tout de suite, un peu comme par magie, une chose dans l'industrie des RH aujourd'hui, ce serait quoi? Je crois que le conseil que je voudrais donner, c'est arrêtons de diaboliser l'intelligence artificielle et la techno, mais prenons le temps de s'y intéresser vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Tout le monde y va, Prenons le temps d'y aller et prenons le temps d'être ambitieux aussi. J'ai rencontré plusieurs professionnels de RH qui vont par petites touches. C'est quoi la réflexion holistique finalement par rapport à ce thème-là? N'ayons pas peur d'y aller parce que si on n'y va pas, les autres iront pour nous. Et donc, il y a cette question de
vélocité, il y a cette question d'intelligence qu'on va apporter avec notre quotidien. Et donc, je pense que c'est une réflexion intéressante associée à ce focus in fine de notre client final. Notre client final, c'est en fonction de notre cible, notre collaborateur, notre manager, notre leader. Et donc, vraiment quelque chose autour de ça, l'intelligence artificielle et la techno au service de l'humain. Et c'est possible. Comme tu disais tout à l'heure, vaut mieux aller avec que contre. Exactement. De toute façon. Ouais. Et si on n'est pas... Je crois que ça fait... Je reboucle avec la compétence dont je parlais tout à l'heure. L'intelligence artificielle est une vraie compétence au sens où comment j'adopte et comment je me crée finalement une proximité avec l'intelligence artificielle pour pouvoir créer finalement mon rôle de demain. Je ne crois pas au fait que l'intelligence artificielle va me remplacer demain. Il y a tellement de choses qu'on apporte dans nos fonctions que du coup on a peut-être des évolutions de rôle, peut-être, mais je pense que, et c'est pour ça que je me suis formée au coaching, comment je vais apporter plus de valeur dans les conversations individuelles et dans les conversations collectives. On arrive déjà à la fin. C'est vrai qu'on pourrait parler des heures, et tu vois, tu me disais 45 minutes, oulala, ça risque d'être long, on a déjà dépassé. Bon, donc écoute, tu vois, j'ai peut-être été trop bavard, j'en suis désolée. Pas du tout. Quand c'est intéressant, on n'est jamais trop bavard. On a le rituel de la fin du podcast, et finalement, qui aimerais-tu entendre, toi, comme Anne l'a fait, ce qui fait que tu es là aujourd'hui, qui tu aimerais entendre, toi, dans un futur épisode de Résonance ? Alors moi, je vais t'en faire 2 pour le prix d'un. Voilà. En fait, je serais assez intéressée d'entendre 2 personnes séparées. Amandine Horry, qui est chez PwC aujourd'hui, donc énorme société aussi, qui est partenaire de Paris 2024 et qui justement travaille son expérience collaborateur avec le côté finalement événement qu'on a aujourd'hui à Paris, des Jeux Olympiques, et de se dire comment on peut travailler le bien-être, le sport, le challenge et l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui me semble très intéressant à l'heure où on parle beaucoup du bien-être dans l'entreprise, et c'est un enjeu capital. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien entendre. Et puis, j'ai échangé dernièrement avec Brieux Couteau, qui a créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Value Partners. Et j'ai trouvé intéressant son intuition qu'il a eue en créant ce cabinet, qui était de se dire on est parti de l'expérience candidat pour créer notre proposition de valeur. Comment, un peu finalement le parallèle que je ferai avec la première phase qu'on appelle le Find Me chez ServiceNow, comment je vais aller chouchouter mon collaborateur et l'entreprise, comment je vais déjà donner les codes entre l'entreprise et le collaborateur pour que finalement la greffe elle prenne tout de suite en fait et gagner du temps et de l'efficacité dans cette démarche-là. Je trouve que c'est 2 approches en tout cas, qui n'ont rien à voir, dans des stades d'expérience collaborateurs différents, mais qui je trouverais intéressant d'entendre. Ok, écoute, merci pour ce double cadeau. Je te remercie. En tout cas, merci d'être venu, Thibaut. C'était vraiment, vraiment sympa de t'avoir. Un très bon moment. J'ai appris plein de choses. Merci pour ça. À bientôt. Je t'en prie. Merci pour cette invitation. Et puis, merci à chacun pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.